À la une de ce journal, la Journée internationale de l'identité au Burkina Faso. Pour cette deuxième célébration, les acteurs du domaine ont réfléchi à une meilleure gestion de l'identification. À l'occasion, deux thématiques ont alimenté les débats. La lutte contre la fraude dans le circuit de l'identification et les modes de répression. Opération retrait des enfants en situation de rue, le ministère en charge de la famille et de l'action humanitaire fait le point de la mise en œuvre de l'accord établi en 2018 avec les maîtres coraniques. Un accord qui met la protection de l'enfant talibé au cœur des actions. Au Mali, l'affaire Wagner divise l'opinion nationale pendant que les autorités maliennes s'apprêtent à signer un accord avec les miliciens russes du groupe Wagner. Les populations, elles, demeurent sceptiques sur le sujet. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver cet après-midi du vendredi 17 septembre 2021. Commémoration de la Journée internationale de l'identité au Burkina Faso. Elle s'est tenue hier. Comment arriver à une meilleure gestion de l'identification au Burkina Faso? C'est autour de cette question que les acteurs concernés ont échangé. L'objectif premier est de parvenir à une synergie d'action entre les acteurs intervenant dans la chaîne de l'identification, de sorte à garantir un système fiable. Maxime Joël Bambara. Pour cette commémoration de la Journée internationale de l'identité, les réflexions vont porter sur la nécessaire synergie et complémentarité d'action des différents acteurs intervenant dans la chaîne de l'identification qui sont, entre autres, les mairies, les autorités judiciaires, les services de sécurité, les banques et les téléphonies mobiles. L'objectif est de travailler à garantir un système fiable, sincère et satisfaisant les besoins des utilisateurs de la base de données de l'ONU qui constitue l'épicentre de l'identification nationale au Burkina Faso. Nous savons que dans notre pays, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'identification. Et souvent, il y a des difficultés. Il était tout à fait normal pour nous de pouvoir réunir ces acteurs autour d'une table, de discuter, de faire monter en surface les problématiques structurantes afin de pouvoir trouver des solutions pour permettre une meilleure gestion de l'identification dans notre pays. Donc voici l'enjeu de la rencontre de ce matin et qui concerne bien sûr cette commémoration de la Journée internationale de l'identification. L'un des grands problèmes auxquels l'Office national d'identification fait face, selon son directeur général, est la fiabilité de certains documents d'identification, notamment les actes de naissance. Ces documents présentent quelquefois des difficultés. Vous voyez par exemple qu'en 2020, nous avons eu plus de 56 000 cas de fraude ou de tentatives de fraude articulées sur les actes de naissance, sur les actes de décès, sur les actes de divorce, sur les actes de mariage, etc. Donc vous voyez que c'est un problème majeur. En aval, vous avez les services de sécurité qui ont besoin de réactivité lorsqu'ils font des requêtes. Vous avez les services judiciaires qui ont besoin de réactivité lorsqu'ils font des requêtes. Vous avez les banques, les établissements de téléphonie mobile qui ont besoin de réactivité lorsqu'ils viennent vers l'ONU pour obtenir satisfaction. Donc vous voyez, tout cela doit aboutir, doit nous conduire à des réflexions pertinentes et dégager des solutions qui satisfassent chacun des acteurs puisque chacun participant à la chaîne de l'identification. En plus de la thématique principale, deux autres sous-thèmes seront développés au cours de la journée. Le premier sous-thème est relatif à l'identification et à la sécurisation des transactions. Le deuxième, lui, porte sur l'identification et la répression de la délinquance. Commémorée chaque 16 septembre depuis 2018, la Journée internationale de l'identification répond de la volonté de la communauté internationale de mettre en exergue le rôle de plus en plus important que joue l'identité dans le monde. Au Burkina Faso, c'est la deuxième fois que cette journée est commémorée après la première commémoration le 17 septembre 2020. Il y a de cela 3 ans que le ministère de Marie-Laurence Silboudo, ministère en charge de la famille et de l'action humanitaire, signait un accord avec les responsables des écoles coraniques. La convention visait à protéger les enfants, surtout les talibés. 3 ans après cet accord, quels sont les acquis, quelles sont les failles de l'accord et comment se projeter pour relever les défis? Hier, lors d'un atelier tenu à Ouagadougou, le ministère a fourni des éléments de réponse aux hommes de médias. Le point avec Sanata Siri dans ce reportage.
Après 3 ans de collaboration entre le ministère en charge de la solidarité nationale et de la famille et les maîtres coraniques dans le cadre de la protection des enfants et leur retrait de la rue, l'heure est au bilan. De 2018 à ce jour, ce sont environ 2200 enfants qui ont été retirés de la rue, selon le rapport du ministère en charge de la solidarité nationale et de la famille. 324 enfants sont dans les internats éducatifs de Agampela, Fadanguruma, Orodara et Kaya. 239 enfants sont dans les centres d'accueil d'urgence de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 936 enfants ont été remis soit à leurs parents après sensibilisation ou leurs tuteurs. 617 talibés ont été remis au maître coranique après sensibilisation. 55 enfants ont été remis dans le circuit scolaire et bénéficient d'un suivi en famille. 47 enfants ont été placés en formation professionnelle et sont suivis en famille. Sur 282 conventions signées, 70 maîtres coraniques ont été déclarés modèles. Cet atelier bilan se veut donc un cadre de concertation entre le ministère et ses maîtres coraniques afin de trouver des solutions idoines pour plus de résultats positifs. Il s'agira au cours de cet atelier de faire l'état des lieux de la problématique et d'adopter de nouvelles recommandations toujours dans le cadre du renforcement du dit partenariat. Ensemble avec eux, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons mettre à la disposition de ces foyers coraniques modèles pour qu'ils soient meilleurs. Et nous allons discuter avec les maîtres coraniques pour qu'eux aussi nous disent quelles étaient leurs difficultés à atteindre ces objectifs pour améliorer leur engagement à protéger les enfants. Et enfin, nous allons re-signer un contrat avec eux pour demander non seulement que toutes les deux parties respectent leurs engagements et demander aussi au niveau des foyers coraniques de sensibiliser les autres foyers coraniques afin que nous réduisons considérablement les enfants en situation de rue. Tant nous savons que plus de 27% des enfants en situation de rue proviennent des écoles coraniques. Ça veut dire simplement que quand les enfants sortent mendier, par moment ils aiment s'amuser ou il y a de l'attraction qui fait qu'ils ne retournent plus dans le foyer coranique et ils restent là-bas. Dans ce combat de retrait des enfants de la rue, le département de Marie-Laurence Ilboudo bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Toujours dans sa dynamique de retirer les enfants de la rue, le ministère en charge de la solidarité nationale encourage les maîtres coraniques exemplaires. Marie-Laurence Ilboudo s'est rendue mardi dernier dans le quartier Bengo, dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Elle y a visité 2 centres coraniques dont les responsables se sont opposés à livrer les enfants à la mendicité dans les rues de Ouagadougou. Mieux, ces maîtres coraniques offrent la possibilité aux enfants dont ils ont la charge d'apprendre un métier de leur choix. Michael Toukré. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire peut compter sur les maîtres coraniques modèles. Parmi ces instructeurs coraniques dans le quartier Benogo, les maîtres coraniques Yaya Bara et Mohamed Diallo ont reçu la visite du ministre en charge de l'Action humanitaire. Marie-Laurence Ilboudo et son équipe sont venus féliciter ces maîtres coraniques. Depuis 2018, dans ces foyers coraniques, pas question pour les apprenants de s'adonner à la mendicité. La règle dans ces centres coraniques, en plus de l'enseignement du Coran, les élèves doivent apprendre un métier. Nous voulons aujourd'hui que les gens comprennent, que les citoyens burkinabés comprennent que le monde c'est bien, mais il faut les formes de monde justes. Et les lieux sûrs, c'est dans le foyer coranique ou en apprentissage. Parce que la rue est devenue très dangereuse, même pour nous les adultes, a fortiori des enfants. Et nous voyons aujourd'hui que des enfants issus de foyers coraniques sont de plus en plus jeunes, 7 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut comprendre dans la rue? C'est un candidat à la rue et ne plus revenir après à la maison. C'est ce que nous combattons, c'est ce que nous dénonçons depuis longtemps. Sinon, l'enseignement religieux, je suis la première à dire, aucun être vivant ne peut vivre sans Dieu. Dieu est notre condition sine qua non pour arriver à être de bons adultes. Donc, il faut que les enfants apprennent que Dieu est indispensable à la vie. Pour la ministre de l'Action humanitaire, il faut encourager ces maîtres coraniques qui ont décidé depuis 2018 de lutter contre la mendicité des enfants talibés. Des centres coraniques qui allient apprentissage du Coran et aussi un métier vont continuer de bénéficier de l'appui du ministère de la Solidarité nationale, précise Marie-Laurence Ilboudo. Travail de conviction pour aider les maîtres coraniques à comprendre que nous devons protéger nos enfants. Donc, c'est ce que je dis, le travail social est un métier à part qu'il faut respecter comme tous les autres métiers. Donc, ils ont fait un très bon boulot pour convaincre
ces maîtres coraniques et il y a eu l'engagement de la hiérarchie parce que son Excellence, le président du Faso, a pris l'engagement de retirer les enfants en situation de rue et de voir même arrêter le flux des enfants dans la rue. C'est un engagement politique. Donc c'est avec cet engagement politique, et nous sommes de l'exécutif, nous sommes obligés d'exécuter le mandat qu'il a élu. Donc nous devons trouver les voies et moyens. 274 foyers coraniques ont souscrit à cette vision du ministère en charge de l'action humanitaire. Et le ministère a tenu à saluer les efforts consentis par les maîtres coraniques comme Bara Yahya et Mohamed Diallo. Tout autre chose dans ce journal, la soutenance de mémoire de fin de formation à l'École nationale des régies financières ENAREFA. Le 15 septembre dernier, l'impétrant Sibiri Grégoire Ouédraogo a défendu son mémoire face au jury. Il a traité de la politique nationale du développement au Burkina Faso. Son travail a été sanctionné par la mention très bien. Cette soutenance inaugurale a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement. Sanata Seri. C'est Sibiri Grégoire Ouédraogo, élève conseiller en économie et développement, qui a ouvert le bal des soutenances de l'École nationale des régies financières, ENAREFA. Le thème qui a été soumis à l'appréciation des membres du jury lors de cette soutenance inaugurale était l'impact de l'aide publique au développement sur la réduction de la pauvreté, cas du Burkina Faso. Selon l'impétrant, l'aide publique au développement a connu une forte croissance durant ces 20 dernières années. De 2000 à 2020, il est ressorti que le Burkina Faso a bénéficié d'environ 1000 milliards de francs CFA comme aide au développement, à en croire ce dernier. Nous observons des volumes assez croissants d'aide en provenance au profit du Burkina Faso et que lorsqu'on observe donc la tendance donc, au niveau de l'incidence de la pauvreté, on a remarqué quand même qu'il y avait une certaine hausse au niveau de cette incidence. Voilà, ce qui pourrait donc expliquer que peut-être les politiques en direction donc, de la croissance n'engendrent pas forcément une réduction de la pauvreté. Dans une telle perspective, nous sommes intéressés donc à d'autres manières d'appréhender la possibilité que l'aide puisse pouvoir réduire la pauvreté. Donc c'est pourquoi on s'est dit, voilà, est-ce qu'en s'intéressant au niveau donc des dépenses publiques sociales favorables aux pauvres, on ne pourrait pas noter une certaine réduction de la pauvreté sans que cela ne se traduise nécessairement par une baisse de la pauvreté mesurée. À l'issue de sa présentation, les membres du jury ont sanctionné l'ensemble de son travail avec la note de 17 sur 20. Selon le président du jury, ce thème est d'un grand intérêt pour la politique nationale de développement au Burkina Faso. Donc ce travail a essayé de faire cette mesure avec une certaine technicité, avec des outils modernes en économie et avec des conclusions intéressantes sur des impacts et surtout des recommandations de politique économique qui permettent de mieux orienter l'aide. Il a estimé que si on orientait l'aide sur des dépenses d'éducation et de santé, on avait plus d'effet sur la réduction de la pauvreté. Bon, il y a une certaine logique et c'est bien qu'un travail comme ça, assez fouillé, ait pu le mesurer et puis faire donc cette proposition. Ça c'est le fond. Et quant à la forme, au niveau de l'école, ici des règles sont données et c'est un étudiant qui a respecté ces règles-là. C'est pour ça que le mémoire a été aussi bien apprécié dans sa globalité. Les soutenances vont se poursuivre jusqu'au 23 septembre 2021, selon le directeur général de l'École nationale des régies financières. Et ce sont au total 77 élèves de 6 filières, dont 26 élèves inspecteurs des impôts, 14 élèves inspecteurs du Trésor et 5 élèves conseillers en économie et développement, tous du cycle A, qui vont présenter leur mémoire de fin d'année devant un jury. La réconciliation nationale a fait l'objet de 2 panels initiés par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Cette rencontre s'est tenue en marge de la Journée internationale de la démocratie, célébrée chaque 15 septembre. Au terme des échanges, il ressort que le processus de réconciliation est en marche au Burkina Faso. Cependant, la vision de l'approche diverge selon les représentations sociales. Isidore Niada, Sonia Kopti. Rôle de la justice, rôle des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Voici des thématiques qui ont été longuement débattues au cours de ces 2 panels organisés par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Plusieurs offres sont déjà mises en contribution pour un dénouement de la réconciliation nationale, selon les panélistes. Ces derniers estiment cependant que les Burkinabés n'ont pas la même perception de la réconciliation nationale. Ce qu'on observe de façon générale au niveau de ces offres-là, c'est qu'on a globalement une offre minimaliste et une offre maximaliste. L'offre minimaliste consiste à restreindre le chantier de la réconciliation au conflit politique. Ici, il s'agit de dire simplement que la réconciliation consiste à faire en sorte que les acteurs politiques qui se sont affrontés à un moment de l'histoire puissent être réconciliés.
et que ceux qui sont à l'étranger puissent rentrer. Et cette conception minimaliste, elle est battue en brèche dans une conception maximaliste qui consiste à dire que la réconciliation ne doit pas être que politique. Elle doit impliquer les autres aspects de la vie de la nation, tels que les questions foncières, les questions sécuritaires, les questions économiques, etc. Des rencontres qui abordent des thématiques telles que la cohésion sociale, la réconciliation nationale sont à féliciter, à en croire des participants à ces panels. Et lorsqu'il y a une situation dans la nation, et je pense que ce qui s'y est, c'est que les filles de cette nation s'installent ensemble comme sous l'arbre à palabres et pour essayer de se partager des idées, pour essayer de décortiquer la question et pour que chacun puisse tirer profit. Et si vous avez remarqué dans la salle, il y a beaucoup de sommités, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'hommes de culture et chacun en tout cas a pris la parole pour donner son point de vue par rapport à ce projet sur la réconciliation nationale. 4 panélistes, à savoir la magistrate Bibata Nebié, le politologue Abdul Karim Saïdou et les docteurs Abdoulaye Barro et Fatih Balima, ont donné leur lecture sur les thèmes de ces 2 panels. Le premier a porté sur le rôle de la justice dans le processus de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le second s'est penché sur le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la démocratie, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Le professeur Albert Ouedraogo, modérateur de ces panels, estime que le Burkina a mal à sa justice et qu'il faut travailler à redorer le blason de l'appareil judiciaire. Quant au panéliste, Dr Abdoulaye Barro, lui a indiqué qu'il était nécessaire que les jeunes et les femmes s'y impliquent afin d'établir un nouveau contrat social au Burkina. Le programme Gopaga se veut un projet d'insertion économique des veuves et orphelins des soldats tombés au front. Après sa phase pilote, qui était consacrée aux veuves et orphelins des forces spéciales, le projet se déploie à l'ensemble des veuves et orphelins des militaires. À travers cette initiative Gopaga, il sera question de travailler à l'insertion professionnelle des veuves des militaires et à une prise en charge sanitaire et des frais de scolarité des orphelins des militaires. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, 300 enfants vont être pris en charge par le programme. L'objectif du programme citoyen Gopaga est de venir en aide aux orphelins des militaires tombés dans la lutte contre le terrorisme. En moyenne, 300 enfants orphelins vont bénéficier d'un appui financier pour les frais de scolarité. Mais aussi, dans ce programme, ces orphelins vont bénéficier d'une assurance santé. Du 1er octobre 2021, tous les enfants de nos militaires tombés au front pour la nation burkinabé bénéficieront d'une assurance maladie santé à hauteur de 80%. Ça, c'est pour tous les orphelins. Et tous les orphelins et 300 orphelins dont la scolarisation supérieure ou inférieure à 40 000 vont rentrer sur un système de parrainage. Et ce système de parrainage et le reste, au fait, seront accompagnés. Le second volet du programme Gopaga consiste à un appui psychologique, à une assistance juridique pour les veuves des militaires. Il faut ajouter aussi un soutien pour leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Un programme qui se veut donc très ambitieux, officiellement lancé à travers cette conférence de presse. L'autonomisation des veuves, c'est... nous avons différents types de veuves. Nous avons des veuves qui ont des diplômes. Pour ces veuves-là, nous prospectons les entreprises, nous les plaçons. Soit le programme, si c'est des stages en contrat ou en CDD ou en CDI. Et pour celles qui n'ont pas de diplôme, nous les accompagnons vers la création d'une petite structure pour pouvoir avoir des revenus et nous mettons à leur disposition en fait les outils et les matières premières. Parce que le plus important, c'est les placer, mais aussi se demander qu'est-ce qu'elles deviennent. Donc une femme dans le programme reste 2 ans dans le programme et par la suite, elle doit être capable de pêcher d'elle-même en fait, d'aller chercher sa rémunération, de s'occuper de ses enfants sans l'aide de personne. Gopaga, c'est un programme qui couvre l'ensemble du territoire burkinabé pour une durée de 36 mois. Sport, Coupe de la Confédération africaine de football ce dimanche, l'Asfayenenga aura la chance de mieux faire face au Football Club San Pedro. C'est un match comptant pour les tours préliminaires de la Coupe CAFA. Un rappel, l'Asfayenenga et le FC San Pedro ont fait jeu égal à leur première confrontation au Maroc. À Abidjan depuis quelques jours, les Asphasiens se préparent pour la phase retour de ces confrontations. Séance d'entraînement avec notre envoyé spécial à Abidjan, Assemitiam Toré.
L'ASFA Enenga est arrivé à Abidjan au petit matin de ce mardi. À peine les valises déposées, c'est direction le stade Robert Champrou de Marcory dans l'après-midi pour la reconnaissance de la pelouse. Une séance très relaxe qui a permis aux joueurs de se détendre. Ce mercredi, c'était la deuxième séance d'entraînement, une séance un peu plus rythmée et tactique en vue de corriger les imperfections du match aller contre le FC San Pedro à Marrakech. Pas dernier à Marrakech, c'est au niveau de la finition que ça manquait. Le dernier geste, je pense que on a fait la vidéo avec les concernés. Voilà, pour qu'ils puissent revoir un peu les erreurs, pour ne pas les commettre, pour pouvoir tirer les leçons du passé. Et puis de deux, c'est qu'on a le terrain aussi pour corriger. Vous avez vu cet après-midi, on a beaucoup insisté là-dessus, sur les combinaisons d'abord, parce que c'est vrai qu'on a failli à la finition, mais la combinaison ne passait pas. Voilà, on ne s'est pas créé des occasions aussi très très nettes, pourtant on pouvait enchaîner. Même si en deuxième mi-temps, à partir de la 60e minute jusqu'à la 70e, on a eu 3 occasions en même temps. Mais il faut finalement couvrir des circuits de balles pour que quand même tout le monde puisse savoir ce que fait du ballon. Et je pense qu'on a étudié aussi l'adversaire par rapport à ses faiblesses pour créer ces pistes-là, pour mettre déjà ces animations en place, en phase, en début de semaine déjà, pour insister là-dessus, répéter tout le long de la semaine pour que ça soit une habitude le jour du match. Après ces 2 séances, les joueurs se disent déjà en forme et prêts pour le match retour. Plus le travail, parce qu'on a vu que non, ici là, il nous faut les 3 points. Donc il nous a dit seulement d'être concentré, il nous faut une concentration, voilà, avec une bonne communication sur le terrain, voilà, et puis ajouter l'abnégation. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit, et puis bon, on va mettre en exécution pour voir ce que ça va donner. Comme c'est un expérimenté en Coupe CAF, donc on va faire tout ce qu'il nous dit de faire pour arracher les 3 points à Abidjan ici. Oui, je peux le dire, on a bien récupéré, donc on est prêt aussi pour entamer ce match contre le FC San Pedro le dimanche. On peut être confiant? Oui, on peut être confiant, parce que vu l'ambiance qui est là dans l'effectif, je pense que ouais, ça peut y arriver, on va y arriver. Même son de cloche pour Rigo Gervais qui pense que ses poulains ont toujours une fraîcheur physique pour aborder ce match retour. Oui, mais Dieu merci les dirigeants, il faut remercier aussi la fédération et le ministère. Ils ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse venir en même temps. Après notre match de Marrakech, le lundi déjà on était là, même si c'était dans la matinée, le lendemain on était là, et hier même on a commencé notre phase de récupération, surtout sur le terrain. On a fait un décrassage et après le décrassage aujourd'hui on sent que tout le monde a récupéré. C'est vrai qu'il y a toujours des bobos après ce genre de rencontres. Le championnat n'a pas encore commencé chez nous et on sait que le match a été très difficile de part et d'autre. Mais tout le monde est en train de récupérer progressivement et puis surtout l'état d'esprit. Les gars, quand tu les regardes, ils sont en train de monter en puissance, surtout au niveau de la confiance. Et quand un joueur en confiance, ça augure de bonnes nouvelles. Rappelons que ce match retour est prévu se jouer au stade Robert Champrou de Marcory le dimanche 19 septembre à partir de 14h, temps universel. Retour au Burkina, nous parlons encore sport avec le lancement de la coupe du directeur général de l'Office national d'identification ONI. Il était effectif le lundi 13 septembre 2021 sur le terrain de football de la Carrefour à Ouagadougou. L'équipe de la télévision BF1 a rencontré celle de l'ONI. Score final 4-0 pour l'ONI. À noter que cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'identité célébrée chaque 16 septembre. Yassine Sawatko. C'est parti pour la coupe du directeur général de l'Office national d'identification ONI. À ce lancement, c'est l'équipe de BF1 en maillot rouge et blanc qui s'est mesurée à celle de l'ONI en blanc. Après le coup d'envoi, on assiste à une partie timide avec très peu d'engagement des 2 équipes. Au fil de la rencontre, l'équipe de l'ONI prend le jeu à son compte et ouvre le score sur cette frappe. L'équipe de BF1 va tenter le tout pour le tout, mais c'est sans compter sur une défense des Blancs bien en place. La pause intervient avec un avantage au score de l'ONI. À la deuxième mi-temps, l'équipe de l'ONI accentue sa pression et fait trembler les filets 3 fois. Score final 4-0. Je me dis que toutes les 2 équipes ont bien joué. Voilà. L'équipe de
BF1, ils ont été aussi fair play. Voilà, avec les jeunes que nous disposons, je pense que le score là, ça devrait être comme ça normalement. La suite, nous envisageons de jouer la finale. Le fait que c'est notre DG qui l'a organisé, le tournoi. Voilà, ça fait la 3e édition maintenant. Nous avons eu à jouer une première finale lors de la première édition. Et on attend jouer cette finale pour que ça soit une deuxième dans notre histoire. Le directeur général de l'Office national d'identification dit vouloir créer, à travers l'organisation de cette compétition, un cadre de rencontre et de brassage entre le personnel des différents services. Il nous a paru utile de joindre l'utile à l'agréable, l'utile, c'est-à-dire le métier pour lequel on a été affecté, les tâches pour lesquelles on est obligé d'exécuter quotidiennement, soit dans le sens du service public, soit dans le sens du service privé, pour aller au-delà et faire de l'agréable, c'est-à-dire faire beaucoup plus de fraternisation, beaucoup plus de frottement, beaucoup plus de confraternité entre les services publics environnant l'Office national d'identification et l'ensemble des services qui l'environnent, comme je l'ai dit. Donc l'essentiel pour nous, c'est cette participation, c'est cet esprit de participation, c'est cet esprit de fraternité, c'est cet esprit de mieux se connaître davantage qui anime l'organisation de ce tournoi. Une vision et une ambition partagées par les équipes participantes à ce tournoi. Au-delà du score, je pense que le plus important était de confraterniser justement avec l'ONI, parce qu'un média c'est également le porte-voix en matière de sensibilisation pour ce qui est de l'identification. Nous on va accompagner l'ONI dans tous ses efforts entamés dans ce sens. Et le match de ce soir, c'était une mise en jambe. Pour la coupe du directeur général de l'ONI, il n'était pas de bon ton quand même que nous ravivons la vedette. Donc il était question pour mes équipes et moi d'aller tout doucement, de sorte à donner plus d'éclat justement à cette compétition. À noter que ces équipes prennent part à cette coupe du directeur général de l'Office national d'identification. L'apothéose de cette compétition est prévue pour le 26 septembre prochain. Au Mali, l'affaire Wagner, du nom de la société de sécurité privée russe, continue d'alimenter les débats au sein de la population malienne. Au constat, les opinions sont partagées sur le bien fondé de cet accord en instance de signature entre l'État malien et la société de sécurité privée russe. Je vous propose quelques réactions recueillies dans les rues de Bamako par notre reporter sur place, Bouré Massoulou. Bon, c'est vrai que personnellement, je ne connais pas le contenu de cet accord, mais ce que je peux dire, c'est que nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes au lieu de dire chaque fois, voilà, la Russie, on va faire confiance à la France, aux États-Unis. Moi, je crois que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. On doit essayer de former nos agents et essayer de sécuriser notre pays à notre manière. Alors, merci beaucoup, mais je dois avouer que j'ai un avis assez partagé. Parce que cela voudrait dire qu'on va vers une sous-traitance au fait de la sécurité nationale. Mais cela va de soi dans la mesure où notre sécurité a montré ses limites et aussi, ces limites-là sont surtout dues au fait que le Mali est un pays assez vaste et nous sommes confrontés à tout ce qui est insécurité, mauvaise gouvernance et l'espace assez vaste qui ne peut pas être occupé par nos armées. Donc cela voudrait dire aussi que si nous avons des armées qui sont présentes et qui ne parviennent pas à occuper cet espace-là à 100%, il vaut mieux donner cette sécurité-là à d'autres personnes qui pourront l'assurer et aussi nous aider à relever les défis de l'insécurité. Moi, je pense d'abord on ne doit pas sous-traiter sa sécurité, surtout avec une société privée. Aujourd'hui, nous sommes dans un pouvoir militaire et le militaire ne peut pas aller signer un accord ou un contrat avec une société privée de sécurité pour venir former les hommes de la sécurité de défense et aussi protéger les hauts dirigeants du pays. Et quand les militaires ont fait des coups d'État, la première prise de parole, ils ont dit, les militaires ont intervenu parce que les troupes n'avaient pas de morale. Je pense que ces militaires pouvaient aller négocier avec l'État russe, pouvaient aller négocier avec d'autres États, mais pas avec une société privée pour venir uniquement protéger les hauts dirigeants et former les hommes. Ça, c'est vraiment une honte pour la République. Et moi, je dis tout simplement,
C'est une honte. Et aujourd'hui, Malik en tant que citoyen malien, Malik en tant que malien a honte aujourd'hui de lever sa tête devant d'autres personnes parce que notre armée est en train de sous-traiter sa sécurité avec la société privée. On s'arrête là pour ce 13h. Merci de toujours rester fidèle au programme de Truth TV. Demain 13h, je vous retrouverai avec de nouvelles informations. D'ici là, bonne suite de programmes sur Truth TV.